Nous y sommes pour la dernière vidéo de l'année, le traditionnel top 10 de fin d'année qui a été très dur à organiser, je vous cache pas, tant il y a eu de super films en 2023, mais c'est la règle du jeu, il fallait en sélectionner 10, alors installez-vous confortablement, c'est parti pour mon top 10 des films 2023. Eh bien, salut à tous, bienvenue dans le Ciné-Clem, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, vous l'avez compris, pour le top 10 de fin d'année, top 10 qui, je le précise encore, est complètement subjectif, c'est pas les 10 meilleurs films de l'année, mais mes 10 films préférés en fonction de mon humeur, ma sensibilité, et j'ai perdu mon portable. Et de tout ce qui fait que j'aime le cinéma en bref. Donc en gros, si tu trouves pas Oppenheimer et Barbie dans ce top, ben c'est pas grave, hein, tu peux le mettre en commentaire et surtout dites-moi quel est votre top 10 personnel, ça m'intéresse toujours de vous lire. C'est parti, on commence avec la 10e place. À la 10e place, j'ai choisi Le Monde après nous de Sam Esmail. Sorti sur Netflix en décembre, l'histoire c'est celle d'une famille qui se retrouve dans une maison de location. Au début tout se passe bien, puis deux inconnus débarquent en plein milieu de la nuit dans cette maison en expliquant aux locataires qu'ils sont les propriétaires. Le Monde après nous, c'est un film brillant. Un long métrage intriguant qui traite de notre dépendance à la technologie. La question que soulève ce film, c'est que serait le monde sans électricité et tous les outils high-tech qui nous entourent? Et est-ce que notre dépendance, cette dépendance-là, est un danger pour l'humanité? Le film questionne ça pendant plus de 2 heures et nous, en tant que spectateurs, pendant plus de 2 heures, on a un point d'interrogation au-dessus de la tête et on se dit comment cette histoire peut se terminer. Le Monde après nous de Sam Esmail est la pépite de fin d'année à découvrir directement sur Netflix. Et petit spoiler, c'est d'ailleurs le seul film de plateforme que vous retrouverez dans ce top 10 de fin d'année. Et là, du coup, on attaque avec la 9e place. À la 9e place, j'ai choisi Winter Break d'Alexander Payne. Sorti en salle en décembre, l'histoire est celle d'un professeur d'histoire dans un prestigieux lycée privé pour garçons dans les années 70. Les fêtes de Noël approchent et il se retrouve à surveiller une poignée d'élèves consignés, dont un bien particulier. En voyant cette affiche, jamais j'aurais misé sur ce film et pourtant Winter Break, c'est la surprise qu'on n'attendait pas. C'est le film de Noël que personne n'attendait, c'est un petit peu comme si le Cercle des Poètes Disparus rencontrait le cinéma de Richard Linklater. C'est doux, c'est décalé, c'est émouvant, ça ressemble à un film des années 80, l'imagerie est complètement et volontairement dégueulassée afin que ça ressemble à quelque chose qu'on voyait à l'époque, la pellicule, tout, le grain, tout y est. On a vraiment l'impression que c'est un film qui a été tourné à une autre époque, sauf qu'il date de 2023 et c'est ce qui en fait son identité. Et on attaque de suite avec la 8e place. À la 8e place, j'ai choisi Indiana Jones et le cadran de la destinée de James Mangold. Sorti en salle en juin, l'histoire est la dernière aventure du professeur Jones qui, aux portes de la retraite, se retrouve en quête du cadran d'Archimède qui pourrait se retrouver entre de mauvaises mains. Je sais très bien que ce film divise et que quand on met Indiana Jones dans son top de fin d'année, il y a forcément une part de nostalgie. Et c'est vrai. Mais que voulez-vous, j'ai tellement aimé voir Indiana Jones au cinéma, voir James Mangold iconiser une dernière fois Harrison Ford qui a 80 ans, bah il fait des trucs incroyables, mais vraiment. Et même pour entrer dans l'histoire, j'ai trouvé l'artefact hyper intéressant et l'histoire captivante. Alors oui, c'est un film d'aventure, c'est un film qu'on a déjà vu 100 milliards de fois, mais c'est complètement ma came. Le temps qui passe, faire le deuil de son passé, embrasser une dernière fois une aventure avec une toute nouvelle génération à qui on passe le flambeau, c'est totalement ce que j'aime le plus au monde au cinéma. Voilà, c'est des thématiques qu'on a déjà vues X fois au cinéma, mais qui en font un objet cinématographique divertissant, agréable à voir en famille. Bref, Indiana Jones et le cadran de la destinée, c'est un super volet de cette saga. Et on attaque de suite avec la 7e place. À la 7e position, j'ai choisi The Fabelmans de Steven Spielberg. Sorti en salle en février, l'histoire est inspirée de celle du cinéaste et raconte le parcours d'un jeune garçon qui rêve de cinéma et qui va prendre une caméra pour filmer et se découvrir en tant qu'artiste. Spielberg maîtrise le sujet à 100% et filme tous ses personnages avec une immense tendresse. On découvre le cinéma à travers ses yeux, on le voit déclarer son amour au 7e art, à ses parents, à son histoire, à ses débuts, à tout ce qu'il a dû faire et entreprendre avec 3 bouts de ficelle, et c'est magnifique. C'est tellement satisfaisant de voir ce gamin prendre la caméra, filmer, donner vie à ses idées. Je trouve que c'est un film qu'on devrait montrer à absolument tout le monde, tellement c'est inspirant. En tout cas, si vous êtes fan de cinéma. Et c'est encore une fois la preuve qu'il est et restera un maître de la réalisation et un conteur fantastique. Et on attaque de suite avec la 6e place. À la 6e place, j'ai choisi The Son de Florian Zeller. Sorti en salle en mars, l'histoire est celle d'un jeune garçon qui plonge petit à petit dans l'obscurité. Et ses parents divorcés vont devoir comprendre et trouver une solution à cette situation complexe qui les dépasse. En toute honnêteté, c'est le film le plus triste que j'ai vu cette année. Voir Hugh Jackman et Laura Dern face à cette situation horrible qui n'arrête pas de se dégrader au fur et à mesure que le récit avance, ça m'a brisé le cœur et vraiment, ça m'a bouleversé. Je me souviens des critiques de l'époque qui disaient pas mal de mal concernant le jeu d'acteur du gamin, mais je trouve que peut-être dans ses faiblesses de jeu, ça lui a donné une véritable sincérité et au final, moi, j'ai complètement été embarqué dans The Son. J'ai vraiment cru qu'il s'agissait du fils de Laura Dern et Hugh Jackman. De toute façon, que vous aimiez ou non, The Son, c'est un film qui ne vous laissera pas indifférent. Et on attaque de suite avec la 5e place. À la 5e place,
place, j'ai choisi Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan. Sorti en salle en février, l'histoire est celle d'une jeune fille et de ses parents qui se font prendre en otage dans un chalet durant leurs vacances. Les étrangers armés leur expliquent que la fin du monde approche et qu'il va falloir faire un choix horrible pour empêcher l'apocalypse. C'est même plus un secret, je suis fou de M. Night Shyamalan, c'est mon réalisateur préféré. Voilà. On sent tellement qu'il n'a plus le même budget qu'à l'époque de Sixième Sens, donc il doit jouer forcément la carte de l'économie, et j'adore voir le cinéma de M. Night Shyamalan aujourd'hui, qui est en fait une petite histoire à l'intérieur de la grande. C'est-à-dire que c'est le seul à nous faire un film sur la fin du monde, mais à l'intérieur d'une cabane où les gens regardent la télé pour s'informer. Point. Il avait fait la même chose quelques années plus tôt avec le film Glass, où c'était des super-héros, mais à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas toute la dimension épique qui se présentait à eux à l'extérieur. Et qu'importe le budget, Shyamalan fait avec Knock at the Cabin son sujet préféré, son sujet de prédilection, la croyance. Faut-il croire qu'être inconnu qui saccage votre maison, vous prenne en otage et vous dit que la fin du monde est proche? Simple et efficace, Knock at the Cabin, j'ai adoré. Et on attaque de suite avec la 4e place. En 4e place, j'ai choisi Yannick de Quentin Dupieux. Sorti en salle en août, l'histoire c'est celle d'une mauvaise pièce de théâtre interrompue en pleine représentation par un spectateur du nom de Yannick qui va prendre le contrôle de la soirée. Il y a des films qu'on n'oublie pas grâce à la puissance d'écriture du personnage principal. C'est complètement visuel. Si je vous dis Elephant Man, vous allez visualiser en premier le visage de John Merrick avant de penser à une scène du film. Là, c'est exactement pareil avec ce film. Yannick est un personnage de cinéma qu'on n'oublie pas. Yannick est interprété par Raphaël Quenard, et Raphaël Quenard, c'est la révélation de l'année pour moi. C'est l'acteur que j'ai découvert grâce à Yannick, et depuis, je le vois partout, je l'entends partout. Je trouve que c'est vraiment une révélation. Et Quentin Dupieux signe avec Yannick son film le plus efficace, le plus accessible à tous, et contre toute attente, le plus émouvant. C'est un moment hors du temps où une prise d'otage devient tout d'un coup de l'absurdité. C'est le huis clos à la française de l'année, et qui derrière sa petite durée d'une heure tout pile se cache en fait un très grand film. Et on rentre de suite dans le top 3, c'est parti pour la 3e place. À la 3e place, j'ai choisi Boys Afraid de Ari Aster. Sorti en salle en avril, l'histoire est celle de Beau, un angoissé qui doit sortir de chez lui pour rejoindre sa mère. C'est un film fou, puissant, labyrinthique, qui nous fait voyager dans l'esprit d'un homme mais complètement atteint psychologiquement, qui est angoissé, qui est lié à sa mère. C'est un film qui est surprenant de bout en bout. Sur la forme, c'est onirique, fou, décalé, explosif, coloré, mais dans le fond, c'est émouvant. C'est une quête initiatique, c'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'un homme qui a besoin de rejoindre sa mère et qui va tout faire pour. Et là, je suis en train de vous le survendre, mais Boys Afraid, c'est le film que je peux recommander à absolument personne dans mon entourage, sauf si vous avez envie de vous laisser porter, sauf si vous êtes capable de mettre sur le côté toute forme de logique dans le cinéma. Voir une narration se casser dans tous les sens, envoyer des métaphores partout, c'est au-delà d'un film, c'est une expérience de cinéma. Et petite parenthèse, je pense que le cinéaste Ari Aster a des problèmes à régler avec sa mère, mais ça, c'est autre chose. Bon, et on passe de suite à la 2e place de ce classement, et je vois déjà les gens venir, ce film-là va faire parler. À la 2e place, j'ai choisi Wonka de Paul King. Sorti en salle en décembre, l'histoire est celle de Willy Wonka, un chocolatier magicien qui va tout mettre en œuvre pour réaliser ses rêves et vendre ses créations au plus grand nombre, quitte à se mettre à dos la concurrence. Ce préquel de Charlie et la chocolaterie est un petit miracle. Et pourquoi je dis ça? Parce que depuis quelques années, je n'arrive plus à retrouver la magie de mon enfance, le goût de mon enfance avec les films que je regardais il y a 20 ans en arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je regarde tout avec un œil critique, avec un œil adulte, et ça m'empêche d'apprécier pleinement son film avec tous ses défauts et tous les artifices qui sont là pour émerveiller les petits. Wonka arrive dans ma vie et me fait replonger 20 ans en arrière. J'ai tellement aimé ce que j'ai ressenti durant ma séance que j'ai revu cette comédie musicale 4 fois au cinéma dans la même semaine. Je n'ai jamais fait ça de toute ma vie, de voir un film 4 fois dans la même semaine. Si on le regarde avec un œil adulte, ce film a absolument tous les défauts. Il y a des trucs qui ne vont pas, qui ne sont pas raccords, mais croyez-moi que si vous vous laissez porter, si vous regardez ce film pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film familial, ça fonctionne à fond. Si je devais relever un seul point négatif sur Wonka, c'est plutôt au niveau de la communication de Warner Bros, qui a complètement oublié de préciser qu'il s'agissait d'un préquel du film de 71. Et ce que j'ai retrouvé pas mal dans les critiques négatives sur ce film, c'est que les gens l'ont comparé à celui de Tim Burton. Wonka, c'est le film qui m'a fait le plus de bien cette année. C'est le film de cette fin d'année, c'est le film de Noël de l'année, et c'est aussi la comédie musicale de l'année. Franchement, si vous y allez avec un petit peu d'âme d'enfance, croyez-moi, ça va fonctionner. Et on arrive à la première place de ce classement. Quel est mon film préféré de l'année 2023? C'est un long métrage que j'ai vu en janvier, et je me souviens à l'époque être sorti de la séance en me disant, je crois que j'ai vu le meilleur film de l'année. Au final, je me suis pas trompé, il est là. C'est parti. Et mon film préféré de l'année 2023 est Babylone de Damien Chazelle. Sorti en salle en janvier, l'histoire est celle d'une époque de cinéma, d'une ascension du cinéma muet à sa chute, la transition d'un monde à un autre sur fond de folie
et d'excès. Babylone de Damien Chazelle est une œuvre gigantesque de cinéma. C'est une œuvre qui est capable d'amener le spectateur dans les coulisses d'une soirée, à l'intérieur d'une immense demeure où il y a paillettes, folie, excès, tous les plaisirs sont là. Mais Babylone est aussi capable d'envoyer les spectateurs et ses personnages au fin fond d'Hollywood, dans la noirceur, dans la terreur, dans ce qui se cache en dessous et qu'on ne peut pas voir à l'extérieur. On suit tous ces personnages dans ce rythme effréné qui va les amener petit à petit vers cette transition inévitable qui changera à jamais l'histoire du cinéma. Donc Babylone de Damien Chazelle est mon film préféré de l'année 2023. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. Il s'agissait de ma dernière vidéo de l'année, une année assez spéciale, plutôt calme puisqu'il n'y a eu que des interviews sur la chaîne et vous êtes tout à fait en droit de vous demander est-ce que le Cinéclem n'est qu'une chaîne YouTube où il y a des interviews? Eh bien j'ai envie de vous répondre que non. Non, en 2024, il y aura bien plus que ça. Je peux pas tout vous dire de suite, mais ça va arriver très très vite. Donc je vous conseille, je vous recommande chaudement de vous abonner à cette chaîne YouTube, de rejoindre mes réseaux sociaux. Je vous le garantis, ça va arriver très vite. En attendant, je vous embrasse, je vous aime et vous dis à l'année prochaine dans le Cinéclem. Ciao!